Quand vous êtes arrivé à MSF, on vous a montré ça, ou ça, ou encore ça. Vous vous êtes dit, ok, pas de panique. Et là, on vous a expliqué que MSF est composé d'associations, de bureaux, de satellites, d'antennes, de sections, de conseils d'administration, de sièges, de centres opérationnels. Ici, on reprend tout à zéro. Si vous étiez arrivé au début des années 70, vous auriez trouvé ça. Quelques médecins et journalistes, avec l'envie de se lancer dans une aventure un peu folle, créer une association médicale indépendante, capable d'apporter des soins aux populations en situation précaire partout dans le monde. C'est la naissance de Médecins sans frontières. Indépendance, neutralité et impartialité sont au cœur de la charte de l'association. À ses débuts, MSF envoie des médecins sur des lieux de catastrophes naturelles ou des zones de conflit et prête main forte à d'autres organisations. Alors qu'elle s'apprête à fêter ses 10 ans, la famille MSF s'agrandit. MSF Belgique voit le jour en 1980, suivi de MSF Suisse, MSF Hollande, MSF Espagne et enfin MSF Luxembourg. Les 6 sections historiques sont nées. Dans les années 80, l'heure est à la professionnalisation. On a maintenant des protocoles, des kits et même de nouveaux collègues. Ils sont logisticiens, administrateurs, communicants ou spécialistes de la collecte de fonds. On voit aussi apparaître des satellites. Ils viennent compléter l'action de MSF dans des domaines techniques spécifiques. Côté communication, MSF France fonde une agence audiovisuelle, État d'urgence production. Quelques années plus tard, Épicentre voit le jour pour mener des projets de recherche clinique et des enquêtes épidémiologiques. La même année, MSF Logistique entre en scène. À partir d'un entrepôt, elle approvisionne les missions en matériel logistique et médical. C'est moins cher et beaucoup plus efficace. Du coup, MSF Belgique lui emboîte le pas avec MSF Supply. Entre-temps, parce que les prises de parole, l'autocritique et le débat sont importants pour MSF, le CRASH est créé. C'est le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Au début des années 90, alors que le téléphone portable s'installe dans nos vies, que Michael Jackson chante Heal the World et que les scientifiques s'amusent à cloner des moutons, MSF continue de grandir. Pour mener ses projets et améliorer la qualité de ses programmes, MSF a besoin de fonds et de ressources humaines. Les associations historiques ouvrent la porte à de nouvelles sections. En quelques années, on passe de 6 à 19, il commence à y avoir du monde. Alors pour éviter que chacun fasse ce qu'il veut dans son coin et limiter les conflits en interne, MSF International est créé en 1991. Sur le terrain, les équipes MSF sont témoins de la politique d'extermination des Kurdes en Irak, d'épuration ethnique en ex-Yougoslavie, du génocide rwandais. Faut-il parler ou se taire ? MSF dénoncera, mais pas d'une seule voix. Les sections ne sont pas toujours d'accord sur les modes d'intervention, la gestion des missions, mais surtout sur le témoignage. Dans le mouvement, les tensions sont de plus en plus fortes. Un débat est engagé. Des membres des sièges et du terrain s'entendent sur 10 principes de référence et sur les bases d'un fonctionnement commun. Ce sont les principes de Chantilly. Ils marquent un tournant dans l'histoire du mouvement et les débuts de son organisation au niveau international. En 1999, MSF reçoit le prix Nobel de la paix et décide de mettre les fonds obtenus au service de l'accès aux médicaments. C'est la naissance de la CAM, ou Campagne d'accès aux médicaments essentiels. Elle plaide pour des ressources moins chères, plus efficaces et mieux adaptées à la pratique médicale en situation précaire. Ensuite, en partenariat avec des instituts de recherche, MSF crée une organisation de recherche dédiée aux maladies négligées par l'industrie pharmaceutique, le DNDi. Au début des années 2000, MSF s'apprête à fêter ses 30 ans. Dans la force de l'âge, elle commence à regretter d'avoir grandi si vite. Au sein du mouvement, on ne veut plus entendre parler de nouvelles associations, 19, ça suffit. Mais il faut toujours trouver plus de fonds et plus de volontaires pour partir en mission. Les sections contournent le problème, elles créent des bureaux un peu partout dans le monde. Contrairement aux associations, ils ne sont pas indépendants, mais placés directement sous la coupe d'une section. Peu à peu, les alliances se formalisent autour des 5 sections historiques. Avec leurs sections partenaires, elles deviennent des centres opérationnels.
C'est l'heure pour le mouvement de définir une vision commune, médicale, humanitaire, mais aussi liée aux prises de position publiques. 10 ans après les principes de Chantilly, les discussions en interne débouchent sur les accords de La Mancha, qui posent les bases d'une gouvernance internationale. À La Mancha, les sections s'engagent à se rendre mutuellement des comptes. Quelques années plus tard, alors qu'elle fête ses 40 ans, MSF se dote de nouvelles institutions internationales. L'Assemblée Générale Internationale, ou AGI, constituée de représentants de chaque association, se réunit une fois par an pour fixer les grandes orientations de MSF. C'est la plus haute instance associative. Pour assurer le suivi tout au long de l'année, le Conseil d'administration international réunit régulièrement des représentants des centres opérationnels et d'autres élus par l'AGI. En même temps, MSF s'ouvre à la création de nouvelles associations régionales pour faire plus de place à nos collègues et membres issus des pays du Sud. Voilà le MSF d'aujourd'hui, une association internationale, 5 centres opérationnels, 24 associations, 7 bureaux, plus de 36 000 personnes d'une centaine de nationalités différentes dans plus de 60 pays d'intervention, pour près de 10 millions de patients pris en charge chaque année, grâce au soutien de près de 6 millions de personnes, sans qui MSF n'en serait pas là.